Place maintenant au débat, et ça va être à vous maintenant de réagir. Pour ma part, j'aurais une double question. Ce n'est pas deux questions, mais c'est une question qui se présente de mon point de vue en deux parties. Cher Henri, y a-t-il une chance finalement pour que le renouvellement des générations, le simple renouvellement des générations, contribue un peu à la mise au rebut de ce poison cosmopolite, de ce candolisme? Et le deuxième volet de la question, c'est de même, la montée en puissance des sentiments identitaires en Europe, auquel on assiste actuellement, peut-elle contribuer aussi à créer cette lame de fond qui lessivera cette pollution cosmopolite? Alors la réponse est oui aux deux questions. Je vois bien dans mon expérience personnelle que les idées que je défends avec vous, avec toi, mon cher Pierre Milan, portent d'abord dans la tranche d'âge des 18-25. Essentiellement. Les gens qui m'abordent dans la rue, leur intérêt qui sont peut-être plus audacieux, ce sont en général les jeunes de 20 ans. Ce sont eux qui sont les plus ouverts. En plus, ils ont évidemment plus de facilité avec les réseaux sociaux. Et donc c'est là que les idées portent, que les idées anticosmopolites, que les idées identitaires portent le plus. Chez les jeunes. Donc c'est l'avenir. Deuxièmement, nous assistons effectivement à un mouvement de fond. La victoire en Italie d'une coalition anti-système, de deux partis populistes, un parti populiste classique de droite, Salvini, la Ligue, un parti anti-système un peu plus bizarre, original, que je qualifierais de populisme du centre, le mouvement M5S, le mouvement 5 étoiles. C'est prodigieux, prodigieux. Nous avons aujourd'hui une poussée des mouvements. Alors, les populistes sont au pouvoir en coalition en Autriche, ils sont au pouvoir, évidemment, en Hongrie. La Hongrie, pour moi, c'est mon modèle préféré. Parce que la Hongrie, le parti principal, le Fidesz, alors, bien qu'il soit théoriquement intégré dans le Parti populaire européen avec les Républicains, c'est en fait un parti qui a une ligne politique nettement à droite du Front National, en France, qui est vraiment très identitaire, dirigé par Orban, et il fait à peu près 50% des voix. Et à sa droite, il y a un parti d'extrême droite, le Jobbik, qui fait 20% des voix. C'est un peu comme si en France, le Front National, dirigé par Jean-Marie Le Pen, pas par Marine, faisait 50% des voix, et si l'œuvre française faisait 20% des voix. C'est à peu près ça. Alors c'est vraiment idéal. C'est le rêve. Le modèle hongrois. Donc il y a un mouvement de fond. L'équilibre des forces se modifie. Je viens de voir que les sondages sont très favorables à l'émergence d'un parti populiste en Suède. Alors, la Suède qui paraissait perdue. La Suède où les gens, depuis l'enfance, ont le cerveau écroué par le cosmopolitisme. La social-démocratie et le cosmopolitisme. Eh bien non, il y a un parti qui s'appelle les démocrates suédois qui semblerait arriver même en tête des sondages avec 20% des voix. Bon, c'est une émergence. Donc on a vraiment un mouvement de fond. Le problème de la France, c'est largement une question d'hommes, d'hommes ou de femmes, si vous voulez. C'est que vraiment, le parti de droite, populiste, est très mal gouverné. Bon, alors, je sais bien qu'il a été déphilippotisé, ce qui est un progrès, mais c'est très insuffisant. Le drame, c'est Marine Le Pen elle-même qui a des idées et des convictions totalement cosmopolites. Et même en même temps, alors elle réussit à être à la fois, elle, c'est un peu comme Mélenchon, elle est à la fois collectiviste et cosmopolite dans ses convictions, oui, c'est beaucoup. Et elle vient de déclarer l'immigration est irréversible. Alors, que voulez-vous faire avec un parti anti-immigration qui vous dit que l'immigration est irréversible? Merci. Bien, à vous de jouer. Est intéressant que vous n'avez pas cité Spinoza, qui dit dans sa somme théologique qu'il faut détruire la cité de Dieu, qu'il faut détruire la cité des hommes. Et est-ce que finalement le cosmopolitisme n'est pas qu'un moyen pour tout détruire, pour se prendre pour Dieu? Je vous remercie. Merci. Le cosmopolitisme est un moyen pour tout détruire. Spinoza est un des... J'aurais pu citer Kant aussi, qui a écrit, bien après Spinoza, un opuscule intitulé Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, qui est d'ailleurs à mon avis très mauvais. Quand on lit ça, on se demande si la réputation de Kant n'est pas usurpée. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Lisez-le, c'est pas très long, ça fait 20 pages, donc traduit par Jules Ferry, par Luc Ferry, pardon, pas Luc Ferry. Luc Ferry.
Non, il y a eu toutes sortes. Alors, je n'ai pas fait l'histoire philosophique du cosmopolitisme, mais le cosmopolitisme a connu des variantes édulcorées. Là, je n'ai parlé en fait, sinon Pierre Minor a piaffé d'impatience parce que ça aurait rajouté 1 heure à m'en exposer. Je n'ai parlé en fait que de la forme pure du cosmopolitisme telle qu'elle était originellement créée par Diogène, telle qu'elle est réapparue aujourd'hui. Mais le cosmopolitisme a connu des formes édulcorées, beaucoup plus sympathiques, avec le stoïcisme. Alors le stoïcisme d'origine, Zénon de Citium, était aussi affect sur le plan moral que Diogène, que celui de Diogène. Mais ensuite, avec Marc Aurèle, etc., on a une forme apparemment sympathique, qui à mon avis est quand même détestable, du cosmopolitisme. J'aurais pu parler aussi de toute la théorie du droit des gens, issue de le jus gentium, issu du stoïcisme, de l'école de Salamanque, de Grotius, etc. Toute la théorie du droit naturel. Mais ce qui est important, c'est que tout ce mouvement intellectuel est resté philosophique. Il n'y a eu pratiquement aucun effet concret, sauf une influence sur le droit international à partir du XIXe siècle. La création même du droit international considérée comme supérieure, avec des réalisations déjà juridiques, la Cour de justice de La Haye, qui déjà, dès 1920-1930, affirmait la supériorité des traités sur les constitutions. Bon. Mais vraiment, ce n'est que depuis l'effondrement du communisme et l'émergence de la superclasse mondiale, après mai 68, et que vraiment le cosmopolitisme est devenu l'idéologie dominante. Donc enfin, j'ai sauté à pieds joints sur 2000 ans d'évolution, 2300 ans d'évolution, pour parler du cosmopolitisme tel qu'il est actuellement. J'aurais pu d'ailleurs, si j'avais eu le temps, faire un parallèle avec l'islam, parce que l'islam est un peu comme le stoïcisme, c'est un cosmopolitisme variante puritaine, donc éloigné de la formule pure. Ce qui se traduit très bien d'ailleurs dans la formule que le Front islamique de salut avait avant d'être détruit par les militaires algériens. Le Front islamique de salut avait fait il avait remporté les élections, mais on l'a empêché de prendre le pouvoir, et donc par un coup d'État, et le Front islamique de salut avait organisé des grandes manifestations où les gens défilaient avec des pancartes en arabe et des pancartes en anglais, pas en français, disant « Islam is a way of life ». L'islam est un mode de vie. Et ça, c'est très cosmopolite. Parce que ce qui compte, troisième fonction. Le cosmopolitisme, au fond, une perversion du modèle des trois fonctions par hypertrophie de la troisième fonction, et donc hypertrophie de la société marchande. Ce ne sont plus les traditions qui comptent, c'est le mode de vie. Vous voyez ? Ce qui fait l'identité, c'est le réfrigérateur, ça n'est pas la manière de parler, les souvenirs, les traditions familiales. Voilà. À la fin de votre une d'épuration de la droite, je me demandais si vous ne craignez pas justement un affaiblissement à court terme. Est-ce qu'on a entendu au fond votre Oui, alors je question ? répète. Monsieur dit, l'épuration n'est-elle pas une forme d'affaiblissement ? Ben, ça se discute. Je crois que c'est une erreur stratégique. Je crois que il n'y a pas de loi absolue, hein. Mais si vous prenez un exemple caractéristique, qui est le Parti communiste. L'Union soviétique, justement. Non, mais attendez, les partis communistes de partout, on l'entend prospérer en s'épurant. Et ils ne sont pas du tout affaiblis. Alors bon, en l'occurrence, si vous voulez, pourquoi l'épuration est nécessaire ? C'est parce que on ne peut pas valablement combattre le cosmopolitisme avec à côté un collègue qui est dit de droite, qui n'est pas discrédité, que vous n'avez pas discrédité, donc apparemment sa parole est respectable, et il est du même camp que vous, officiellement, qui vous fait un croc aux jambes en disant que vous êtes un sale raciste. Donc, il faut d'abord, en priorité, lui, le dézinguer idéologiquement. Vous comprenez ? Parce que sinon, vous ne pouvez rien contre l'adversaire. Et en plus, on fait d'une pierre deux coups. Parce que quand on attaque un Candole en disant qu'il fait de l'antiracisme, et l'antiracisme, c'est un poison qui détruit la France, eh bien, vous attaquez le Candole et en même temps le cosmopolitisme, puisqu'il le représente d'une certaine manière. Donc, il est certain qu'on ne peut pas, dans l'état actuel de la France, arriver à quoi que ce soit si on ne désigne pas les candoles de toutes les tendances. Hein. J'ai bien montré que le candolisme était orthogonal à la droite. On trouve des candoles au centre droit, dans la droite modérée, dans l'extrême droite, et même dans l'extrême droite des théocrates antiracistes. Qui vous disent « Vive Gamassou ». Enfin, pardon, vive Mathilde. Pour répondre à la première question, il y a une courroie du cosmopolitisme évidente, c'est la franc-maçonnerie mondiale.
Or, la franc-maçonnerie mondiale, elle est anti-chrétienne par essence. Et alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le roi des cordoles, c'est Micron. Parce que Micron, il a reçu Mamadou. Mamoudou. Mamadou. C'est une variante de Mamadou. Et Mohamed en Wolof. Il l'a reçu en très grande pompe. Et donc, pour moi, c'est un acte de cordelie. Je ne sais pas comment on dit, un acte de cordelie. Alors, je me suis mal fait comprendre parce que Macron n'est pas du tout un cordole. Macron est un cosmopolite. Le cordole n'est pas un cosmopolite. Alors, si on confond les cordoles et les cosmopolites, on n'a rien compris. C'est-à-dire que le cordole, c'est l'homme de droite ou l'homme classé à droite qui est soumis au cosmopolitisme correct. Le cosmopolite, c'est le cosmopolite. Il assume son cosmopolitisme. Macron n'est pas un cordole. Macron est quelqu'un qui dit la culture française n'existe pas. Quelle plus belle définition du cosmopolitisme. Donc Macron est un homme de gauche, de la gauche cosmopolite. Alors c'est pas parce qu'il prétend être ni droite ni gauche qu'il n'est pas de gauche. Macron, c'est Hollande débarrassé de la gangue du Parti Socialiste. Voilà. Et il a créé un nouveau parti qui s'appelle En Marche, qui est un ectoplasme de parti, mais qui est le Parti Socialiste renouvelé. Alors, l'autre question, c'était... La franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie, attention. Alors, j'ai fait un article sur le sujet sur mon site henridelesquin.fr que je vous invite à lire, cher Eric. Il y a la superclasse mondiale. La superclasse mondiale, c'est une classe sociale. Et il y a dans cette classe sociale quantité d'organisations, connues ou inconnues. Certaines sont très connues. À l'origine, était avant la superclasse mondiale, le CFR aux États-Unis, Council of Foreign Relations. Il y a l'Institute of Royal Affairs à Londres, et puis Bilderberg, et puis la Trilatérale, et puis tout simplement le Forum de Davos, qui est la grand-messe de la superclasse mondiale. Bon. Et puis, il y a effectivement des réseaux maçonniques. Mais il n'y a pas seulement les réseaux maçonniques. Moi, je soutiens, en tout cas pour ce qui est de la France, que nous avons donc une ligue archicosmopolite, qui est, pour résumer, la section française de la superclasse mondiale, et qui s'appuie sur 3 coteries majeures avec lesquelles il ne faut pas la confondre. Alors, j'ai redéfini la théorie des 4 États confédérés de Charles Maurras. Charles Maurras disait qu'il y a 4 États confédérés qui sont les Juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques. Alors, à mon avis, le terme d'État n'est pas adopté. Ce ne sont pas des États, donc ce sont des coteries, pour ne pas employer un mot anglais. Des coteries. Alors je pense que les protestants ont perdu de leur lustre et qu'on peut difficilement aujourd'hui en faire une coterie majeure. Quant aux métèques, ils sont nombreux et puissants. Je songe à notre maire de Paris, Hidalgo, qui est un métèque. Ah oui, c'est espagnol. Un métèque, c'est un étranger. Je songe. Je pense qu'on n'a pas assez souligné l'énormité de la chose. À l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls était binational, et il veut se présenter à l'élection de la mairie de Barcelone. Ça ne nous choque pas un peu quand même qu'un Premier ministre français veuille devenir maire d'une ville espagnole? Mais c'est monstrueux. Mais c'est monstrueux. Comme disait Trump, que j'ai cité tout à l'heure avant qu'Evelyne Jocelyn fût là, un pays qui n'a pas de frontières n'est pas du tout un pays. Bon. Donc aujourd'hui, alors je redéfinis, je dis aujourd'hui non, les protestants, non, les métèques ils sont trop éclatés. En revanche, je rajoute la coterie homosexuelle. Donc pour moi, il y a 3 coteries majeures. La coterie juive, le CRIF, l'ICRA, la coterie homosexuelle, le mouvement LGBT, LGBTIQ, XYZ, et tertio, la coterie maçonnique. Et à mon humble avis, la coterie maçonnique, les francs-maçons. Et à mon humble avis, aujourd'hui, les francs-maçons qui étaient sans doute les plus puissants, et qui ont longtemps été les plus puissants en France, sont la 3e coterie majeure. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est simple. Il y a un critère juridique très simple. Si vous attaquez les juifs, 17e chambre. Si vous attaquez les homosexuels, 17e chambre. Mais vous pouvez attaquer les francs-maçons. Ça prouve qu'ils sont moins puissants. Ben ouais. Ils n'ont pas fait une loi là. On n'a pas encore inventé une loi qui interdit de critiquer les francs-maçons. Donc les francs-maçons sont évidemment très puissants, les francs-maçons sont l'auteur de beaucoup de lois, ont inspiré beaucoup de lois épouvantables, mais ils sont, à mon avis, moins puissants que la coterie juive et la coterie homosexuelle. Voilà. Evelyne Jocelyn. Bonsoir Henri, bonsoir Pierre Mélan. Bonsoir Evelyne. Bravo pour cette brillante analyse.
j'ai pas de critique, j'ai simplement une petite question sur le libre-échangisme. Vous l'avez classé délibérément à gauche. Alors, le problème, c'est que je suis depuis très longtemps, depuis des années, le mouvement pour Brexit en Angleterre, et comment dirais-je, l'impulsion intellectuelle du Brexit, elle est libertarienne. C'est-à-dire qu'ils sont complètement pour le libre-échange. Et Trump lui-même, à l'issue du fameux G7 à Toronto, est parti en disant « Bon, vous ne voulez pas d'échange réciproque entre les Européens et les Américains, eh bien, ça ne tient qu'à vous, on supprime tous les droits de douane, pur libre-échange. » Alors, comment pouvez-vous dire que le libre-échange est résolument à gauche? Là, j'ai un problème. Evelyne, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous confondez intérêt, mais c'est réciproque. J'ai dit que les cosmopolites étaient libre-échangistes, je n'ai pas dit que les libre-échangistes étaient tous cosmopolites. D'accord. Alors c'est ma réponse principale. Le cosmopolitisme implique la disparition des frontières. Donc les frontières physiques, donc le libre-échangisme. Voilà. Parce que c'est un... Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être raisonnablement anti-cosmopolite et être pour le libre-échange, ou pour un certain degré. Moi, je ne suis pas pour l'autarcie. L'autarcie, c'est une hérésie. Je pense simplement que il faut se passer du point de vue national, que du point de vue de la théorie économique appliquée à la nation, le libre-échange absolu n'est pas forcément la meilleure chose. Ça nous fait un peu sortir du sujet. L'histoire ne démontre pas que le libre-échange absolu soit meilleur. L'autarcie, certainement, l'Albanie ne prospérait pas, la Corée du Nord ne prospère pas. Mais entre le libre-échange absolu et puis un degré raisonnable de protection douanière, je pense qu'il vaut mieux choisir un degré raisonnable de protection douanière. Il y a notamment une raison, alors moi j'ai un argument qui est assez peu usité, mais que je crois le plus important, en fait, sur la question des libre-échanges, c'est que la théorie économique ne se préoccupe pas, ne sait pas analyser la création des facteurs de production et l'innovation. Or, un certain degré de protectionnisme favorise l'innovation. C'est ce que j'appelle le syndrome des Galapagos. Charles Darwin fait le tour du monde sur le Beagle, et il arrive à l'archipel des Galapagos. Et alors il est stupéfait parce qu'il y avait, mettons, les chiffres sont des ordres de grandeur, des exemples. Il y avait, mettons, 20 sortes de pinsons sur le continent sud-américain, et au Galapagos, il y en avait 200. Parce que, comme c'est plus petit, la loi des grands nombres s'appliquant moins, la théorie de l'évolution permet de prévoir qu'il va y avoir une plus grande création d'espèces. D'ailleurs, en général, les spécialistes de théorie de l'évolution considèrent que les nouvelles espèces apparaissent dans des petits ensembles. Et je pense, j'ai un autre exemple que je peux vous citer, c'est quel est, à votre avis, le plus grand moment, enfin le moment où le sommet, l'apogée du cinéma français? L'occupation. L'occupation. Alors, il y a deux explications, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, je la cite pour mémoire, c'est parce que les Juifs avaient été éliminés. La bonne, c'est parce que c'était protégé. Le cinéma français était protégé du cinéma américain, et donc l'innovation était extraordinaire. Je crois, là vous avez un exemple objectif dans le domaine artistique du fait que la protection peut favoriser la création et l'innovation. Alors, je salue la présence de Philippe Bakou dans la salle, et il posera la question immédiatement après celle de monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Tout le long de la conférence, vous avez dit que l'idéologie cosmopolite était l'ennemi de la République. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, l'idéologie cosmopolite est dans l'ADN même de la République? Il y a beaucoup de francs-maçons, comme par exemple Jacques-Georges Pumet, qui est le grand vénérable de l'Antre-Orient de France, a écrit la République. C'est Philippe Bakou, c'est le but même de la République. C'est Philippe Bakou, ah, c'est Bourdelin. Excuse-moi là, excuse-moi. Non, c'est une erreur totale. C'est une erreur totale. La République, par définition et par essence, ne peut être que anti-cosmopolite. Pourquoi? Parce que la République, c'est par définition la souveraineté de la nation, et parce que les républicains, les vrais républicains authentiques,
aime la nation. J'aurais pu citer beaucoup d'autres auteurs. Paul Bert, par exemple. Paul Bert, qui est le second créateur de l'école laïque, 1872, député de Lyon, futur ministre de l'Instruction publique, dit ceci: c'est un beau rôle, et c'est notre rôle traditionnel à nous, républicains, de ne jamais séparer l'idée de République de l'idée de la patrie. L'union sacrée n'était possible en 1914 que parce que, la question de la patrie, les royalistes maurassiens pouvaient s'entendre avec les républicains, y compris les républicains francs-maçons. Alors qu'il y ait eu dans la franc-maçonnerie, qui est un fourre-tout, des tendances cosmopolites évidemment, et aujourd'hui elles sont certainement dominantes. Mais vous savez, la franc-maçonnerie, c'est un contenant sans contenu déterminé. J'ai compris enfin ce que voulait dire la franc-maçonnerie lorsque j'ai lu Bernard Faye, le grand spécialiste de la franc-maçonnerie, qui a dit ceci: la franc-maçonnerie a remplacé le mystère de la divinité par la divinité du mystère. Le mystère de la divinité, c'est le christianisme. Les dogmes du christianisme qui sont parfois un peu difficiles à comprendre. Je vous épargnerai l'anecdote de saint Augustin réfléchissant au dogme de la Sainte Trinité. La franc-maçonnerie a sacralisé le secret maçonnique. Il a divinisé le mystère. Mais dans ce mystère, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la tendance est au moins au relativisme religieux. Mais il y a de grandes différences entre les obédiences, et quand on dit que la franc-maçonnerie est nécessairement anti-chrétienne, c'est faux, peut-être anti-catholique si vous voulez, mais anti-chrétienne sûrement pas, et encore même anti-catholique. Je crois que la franc-maçonnerie écossaise était plutôt catholique à l'origine. Bon, en tout cas, la franc-maçonnerie est essentiellement chrétienne à l'origine, en Angleterre, et aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est le parti travailliste qui s'est opposé à la franc-maçonnerie, parce que ce sont plutôt des conservateurs qui sont francs-maçons, à droite, qui est maçonnique en Angleterre. Donc ne jugez pas de tout par rapport à notre franc-maçonnerie française, essentiellement Grand Orient de France, qui, je le reconnais, est une saloperie aujourd'hui cosmopolite, mais qui n'a pas toujours été. Paul Doumer, je vous le répète, il était franc-maçon, je crois qu'il était au Grand Orient, Paul Doumer. Et puis aussi Valdec Rousseau, donc on pourrait multiplier. D'ailleurs, la raciologie a été développée pendant toute la fin du XIXe siècle, avant de s'épanouir au XXe siècle sur d'autres terres, en France, par des gens qui étaient souvent francs-maçons. Non, donc il ne faut pas avoir une vue simpliste de la franc-maçonnerie, et il est certain en tout cas que la République elle-même, dans son essence, est essentiellement anti-cosmopolite. D'ailleurs, je pourrais même revenir à la Révolution française, l'horrible Révolution française. Vous savez qu'elle a commencé par des déclarations cosmopolites. Anacarsis Claude, c'était considéré comme, comment l'appelait-on, l'apôtre du genre humain, quelque chose comme ça. Il était néerlandais, et au fond, on avait défini l'identité française par l'opinion. Oui. D'ailleurs, Valérie Pécresse avait dit, quand elle était ministre, l'identité de la France, ce sont les valeurs républicaines. Alors, les valeurs républicaines définies par Mme Pécresse, ce sont en fait des idées cosmopolites. Mais passons. Donc, non. La République s'est construite par la référence à la patrie et à la nation, et malgré l'opposition des républicains avec les nationalistes, républicains aussi d'ailleurs, comme Barès, et avec les royalistes de Maurras, jusqu'à De Gaulle compris, elle est restée nationale, donc anti-cosmopolite. Je vais d'ailleurs vous donner une autre citation qui va peut-être encore plus vous ébouriffer, parce qu'elle est d'un certain Marx d'Ormois. Alors Marx d'Ormois, à mon avis, son père ne devait pas être très à droite, puisqu'il avait appelé Marx. Il était ministre de l'Intérieur en 1938. 1938, c'est quand même assez tard, Front populaire encore. Et il a dit ceci, écoutez bien, j'ai été amené à constater que l'immigration clandestine des Chinois en France continuait à se manifester dans des proportions importantes, augmentant ainsi le nombre de membres indésirables de cette colonie. Leur présence, la présence des Chinois en France, ne peut constituer à la longue qu'un péril manifeste, tant au point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race. Marx d'Ormois, 1938. Et c'était le Front populaire. Et je vous rappelle aussi que Léon Blum a fait des déclarations à peu près équivalentes à celles de Jules Ferry sur le droit pour les peuples, pour les races supérieures de civiliser les races inférieures. Simplement, les méchantes langues prétendent que quand ils parlent des races supérieures, ils pensent aux juifs et pas aux autres. Mais je ne le garantis pas. Une question courte en 2 mots. Bergoglio, Randolph.
Alors le pape, alors premièrement, je ne suis pas sédévacantiste, le pape est le pape. Je suis catholique, je considère que le pape est le pape. Mais c'est un très mauvais pape. Peut-être le pire que nous ayons eu depuis Saint-Pierre. Je vais le dire. Alors, le pape François, il n'est absolument pas un condole, c'est un cosmopolite. Je viens de répondre à Éric Duréau qu'il ne fallait pas confondre condole et cosmopolite, sinon on ne comprend plus rien, ils ont mélangé la droite et la gauche. Le cosmopolite, il est à gauche. Le condole est officiellement à droite. Donc ça n'est pas pareil. Sinon, on perd tout l'intérêt de la notion de condole, alors c'est pas la peine de l'inventer. Donc Bergoglio est un cosmopolite effarant. J'ajoute, pour ceux qui ont lu la correction filiale qui lui a été adressée par quelques dizaines d'éminents théologiens, que ce pape est hérétique. Le condole, c'est celui, c'est celui qui, se croyant d'un côté, s'offre, dans tous les sens du terme, à celui qui est de l'autre côté. Voilà. Bon, la dernière question, peut-être, monsieur, je ne vous vois pas, mais si vous pouviez vous manifester. Alors, il faut passer le micro. On va vous passer le micro. On n'entend pas. Plus fort, plus fort. Petite question, je ne suis pas très doué pour les termes raciaux, alors je me demandais, à Paris, les caucasoïdes sont remplacés par les congoïdes. Pas dans le 13e, dans le 13e, ce sont plutôt des mongoloïdes. Et à Marseille, les caucasoïdes sont remplacés par quoi? Alors, attendez. Alors là, écoutez, regardez sur mon site, j'ai fait un article sur les 5 races humaines. Alors, la division donc j'ai dit que la division de l'humanité de l'espèce Homo sapiens en race, c'était la taxinomie linéenne. Donc ça veut dire que la notion scientifique de race humaine remonte au XVIIIe siècle. Carl von Linné, l'inventeur de la taxinomie. Elle a ensuite été utilisée, développée par tous les scientifiques du XIXe siècle, notamment Charles Darwin. Et je rappelle aux antiracistes et aux biologistes qui se disent antiracistes et qui se réclament de Darwin, le vrai titre du livre de Darwin. Alors on dit toujours l'origine des espèces. Alors deux inconvénients, d'une part le titre premier est beaucoup plus long. Ensuite en français ce n'est pas l'origine, c'est la genèse. Parce que origin c'est un faux ami, en l'occurrence ça désigne la genèse et pas le point d'origine. Donc le titre, je vais vous le donner d'abord en français et ensuite en anglais, vous verrez que je ne trahis pas le sens du titre. C'est le livre de Darwin, le livre fondamental, qu'on traduit à tort par l'origine des espèces. C'est de la genèse des espèces, sous l'effet de la sélection naturelle ou conservation des races avantagées dans la lutte pour la vie. Darwin. Voilà la théorie darwinienne. Alors en anglais, Evelyne me pardonnera l'accent défectueux. Enduring a species by the means of natural selection or preservation of favored races in the struggle for life. Je vais bien traduire. Oui. Merci. Voilà. Alors on passe ensuite au XXe siècle. Et c'est là que la classification définitive des races humaines a été élaborée par le grand anthropologue américain, président de la Société d'anthropologie américaine, Carleton Coon, C-O-O-N, mort en 1981, et qui a perfectionné les classifications qui avaient été élaborées avant lui. Donc il y a 5 races humaines. L'espèce Homo sapiens est divisée en 5 races. Chacune de ces races étant divisée en sous-races. Le terme de sous-race étant pas péjoratif, ça veut simplement dire que c'est une subdivision de la race proprement dite. 5 races humaines, non pas 3, les blancs, les jaunes et les noirs, classification inopérante, mais les caucasoïdes, les blancs si vous voulez, mais entre parenthèses, à moins d'être albinos, personne n'est blanc dans cette salle. Hein. Regardez la chemise blanche de monsieur, il n'a pas la peau blanche, monsieur, pourtant il est de race caucasoïde. Deuxièmement, la race mongoloïde, les jaunes qui ont parfois la peau jaune, mais enfin bon, parfois ils ont la peau aussi blanche que la nôtre, enfin aussi claire que la nôtre, parfois une peau brune. Troisièmement, les congoïdes, les noirs ou nègres, le nègre n'est plus employé parce que c'est considéré comme péjoratif, sachant qu'il y a en fait 3 races noires, parce qu'à côté des congoïdes, c'est-à-dire les noirs d'Afrique, il y a les capoïdes, qui sont aujourd'hui résiduels, ce sont les Bochimans et les Hottentots de la province du Cap, en Afrique du Sud, et les australoïdes, c'est-à-dire les aborigènes australiens, mais aussi
les Mélanésiens, les Kanaks, les Papous, les Négritos de Philippines, les Védoïdes, rien à voir avec les Védas, hein, du sud de l'Inde, et même les Aïnous et nord du Japon. Ça, ce sont les Australiens. 5 races humaines. Bon. Voilà. Voilà. Et donc, alors pour répondre à la question, les Nord-Africains sont de race caucasoïde. Ils sont parfois métissés de congoïdes, mais fondamentalement, la race caucasoïde englobe non seulement toute l'Europe, mais l'Afrique du Nord, mais le Proche-Orient, et même l'Inde, car les Indiens, sous réserve de métissage avec les Australoïdes, qui étaient les indigènes de l'Inde, ils ont beau avoir la peau souvent foncée, sont de race caucasoïde, les Indiens de l'Inde. Les Indiens d'Amérique sont des Mongoloïdes. Ce qui m'amène à dire et à répéter souvent, ce n'est pas la couleur de la peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. Merci à vous d'abord pour votre attention, pour vos questions, pour ces échanges. Merci Henri de ces propos si profonds, si utiles et si encourageants. Trêve estivale, on se retrouve en septembre. Je ne sais pas encore quel sera l'orateur, enfin j'y pense, mais je pense, comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être de bonnes surprises. Bon solstice.